La commensalité des jeunes en Europe. Voilà un vaste sujet. Aujourd'hui, nous allons débattre tous ensemble. Merci d'être avec moi ce matin pour parler de ce sujet. J'ai le plaisir de vous accueillir, Giada Danesi. Vous êtes étudiante doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Dites-moi, c'est un titre un petit peu long, hein. J'ai également la chance d'avoir avec moi Gilles Charousset, directeur marketing, restauration et services, ainsi que Jean-François Van Kemel, responsable marketing France Bonduel. Alors bonjour à tous les trois, si vous le voulez bien, on va donner la parole aux dames. Nous allons tout connaître de votre thèse, Giada, puisque vous avez réalisé une thèse sur ce thème-là, la commensalité des jeunes. Est-ce qu'on peut déjà définir peut-être la commensalité au sens large ? Oui. Donc, quand on parle de commensalité, on se réfère à l'idée de partager l'alimentation, le partage alimentaire. Après, en fait, le terme, en réalité, ça veut dire partager la table. Oui. Aujourd'hui, on préfère parler plutôt de manger ensemble parce que la table n'est pas forcément un outil qui doit être forcément là pour partager de l'alimentation, comme dans d'autres sociétés. Mais encore aujourd'hui, dans notre société même, la table n'est pas forcément l'objet du partage qui doit être forcément là. Très bien. Bonjour Daniel Majonchi, soyez le bienvenu. Vous êtes président du Leaders Club et vous nous rejoignez pour parler de la commensalité donc chez les jeunes en Europe. Donc on disait avec Giada, on a défini un petit peu cette commensalité. Pourquoi avoir choisi ce thème d'étude et fait cette thèse ? Oui, donc pour deux raisons principales, on peut dire. D'abord, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cette perte du repas familial, le fait qu'on est en train on parle de snacking, de grignotage, etc. Donc l'idée que ce rituel du repas, elle est en train de disparaître. Et on en parle un petit peu en termes mondiaux, on va dire, mais alors qu'on se réfère plutôt aux pays développés. Et en fait, vraiment l'entrée de l'étude, c'était né d'une comparaison faite par mon directeur de thèse, Claude Fischler, qui avait travaillé sur les significations de bien manger. Et il avait constaté que justement, dans certains pays, la convivialité était centrale, dont la France, et dans d'autres pays, en réalité, c'était plus important la place de l'individu plutôt que ce rituel de la table. Et donc, à partir de là, on a choisi de s'interroger sur la commensalité. Et on a choisi les jeunes adultes parce que c'est une population charnière, on va dire, qui passe ce moment de la vie qui est en rupture avec les normes familiales d'une part, mais d'autre part, c'est aussi une période de la vie pleine d'innovation parce qu'en fait, ces jeunes, ils vont devenir des adultes avec des pratiques qu'ils ont acquises pendant leur jeunesse. Et aussi parce que justement, en fait, on parle de socialisation remontante dans le sens que ces jeunes, ils vont insérer certaines pratiques au sein de la famille. Et donc, effectivement, on peut parler d'innovation à cet âge de la vie. Et d'où cet intérêt aussi de choisir cette population. Oui, absolument. Ce sont des jeunes en devenir. Est-ce que ce seront les adultes d'avant ou alors seront-ils porteurs d'innovation ? Eh bien, c'est tout l'intérêt de cette thèse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment vous voyez effectivement le rôle de ces jeunes Européens ? Écoutez, oui, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être exposé. Comme vient de l'expliquer Giada, en fait, c'est que l'avantage de cette population-là, c'est comme elle est facile à repérer, elle est porteuse en fait d'innovation. J'ai le sentiment, on l'a évoqué, que cette innovation, elle est déjà un peu en train de se transcrire en fait dans l'ensemble des générations. Mais c'est intéressant de regarder spécifiquement ces jeunes parce qu'ils nous permettent de mieux identifier finalement ce à quoi on risque d'être confronté demain et en tout cas les réponses qu'il faut apporter par rapport à cette population-là. Alors peut-être Jean-François, est-ce qu'on peut regarder un petit peu de quelle manière, je ne sais pas, Bonduel, votre société, répond à cette nouvelle vague ? Écoutez, Bonduel, en tant que partenaire des restaurateurs, va évidemment les accompagner dans les nécessaires évolutions pour justement suivre cette évolution des comportements des jeunes et des autres générations qui vont suivre. D'ailleurs, aussi bien vous le disiez, les générations descendantes que les générations remontantes. Donc voilà, donc effectivement, notre rôle à nous va être effectivement de servir les restaurateurs avec des services nouveaux, de la souplesse pour effectivement les accompagner dans cette démarche nouvelle. Daniel Majonchi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, quel regard avez-vous sur cette commensalité des jeunes ?
Alors, nous, ce qui nous intéresse au Leaders Club, c'est d'essayer d'identifier quels sont les concepts de restauration, c'est-à-dire, en fait, l'offre face à la demande et aux demandes multiples, et forcément à la demande de demain, que sont ces jeunes adultes, qui par ailleurs sont plus ou moins qualifiés de génération Y. Moi qui suis de la génération des baby-boomers et qui effectivement vécu et accompagné les évolutions de la restauration ces 40 dernières années, évidemment ça nous intéresse de voir ce qui va se passer demain, mais surtout déjà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, cette jeune population européenne, alors ce qui était très intéressant dans la thèse, enfin en tout cas j'ai vu le résumé mais pas toute la thèse, c'est de voir que bien sûr il y a des différences fondamentales quand on est jeune en Allemagne, à Barcelone ou à Paris, mais pas énormément. C'est-à-dire qu'on est très clairement dans un cadre de glocalisation, c'est-à-dire qu'il y a une vision globale des comportements des jeunes, mais il y a effectivement des adaptations locales. Mais ce qui est vrai pour les jeunes est aussi vrai pour les seniors ou les jeunes seniors. Donc c'est assez intéressant de voir en gros l'offre qui est souvent une intuition d'un créatif qui va faire, par exemple, on en parlera je crois tout à l'heure, les concepts de l'année qui correspondent bien à des attentes, mais des attentes supposées. Et dans la thèse, ce qui est intéressant, c'est d'aller vraiment mesurer et voir comment ça se passe réellement pour affiner l'attente pour que le concept soit de plus en plus précis pour ces jeunes adultes qui vont devenir demain les forces vives et les consommateurs qui feront l'essentiel des chiffres d'affaires des restaurateurs. On parle de cette thèse. Quelle a été votre méthodologie, Giada? Oui, donc en fait, j'ai fait une étude ethnographique. Donc, j'ai collecté mon matériel à travers des entretiens, semi-directives avec ces jeunes adultes, une trentaine par pays. Tous des jeunes qui habitaient dans des villes, dans des grandes villes, dans les capitales. Plus pour l'Espagne, il y avait Barcelone, et pour la France, il y avait aussi Lyon, parce que j'étais sur Lyon. Et puis, en fait, c'était cette approche comparative. Et après, il y avait aussi toute la question des observations. Donc, deux typologies d'observations. Ce qu'on appelle observation participante. Donc, c'était prendre part à ces repas entre jeunes. Donc, à des invitations pour des repas à la maison, des repas au restaurant. Mais aussi une observation, on va dire, flottante, dans laquelle je me promenais dans les villes, dans les parcs, dans des fast-food. Je prenais des notes, je regardais les gens en train de manger. Donc, c'était deux approches complémentaires parce que d'une part, il y a le discours, donc à travers l'entretien, les normes, ce qu'on cherche de valoriser dans un discours. Et puis d'autre part, il y a la pratique où effectivement, il y a beaucoup d'automatisme, il y a les usages qui forcément, ils échappent parfois à ce qu'on est en train de dire de ce qu'on fait parce qu'on cache quelque part certains comportements qu'on sait qui sont mal vus. Et puis, il y avait les observations vidéo que j'ai pu faire seulement en France parce que, bon, déjà suivre dans ces alimentations nomades avec une caméra, c'est pas évident du tout. Et à la maison, il y a l'espace de la cuisine, il y a l'espace de le salon. Il faut choisir où mettre la caméra, c'est pas non plus évident parce qu'au moment que on regarde une scène, il faut choisir laquelle on regarde. On va louper beaucoup de choses. Alors pour la France, en fait, on a fait au centre de recherche de l'Institut Boy-Bocuse des vidéos au restaurant dans lesquelles on a convié des groupes de jeunes qui venaient avec des amis à manger. Et on a filmé des repas justement pour avoir une observation un peu plus fine du type d'interaction sociale qu'il y a à la table, voir de quoi on parle pendant qu'on mange, comment ce partage se fait, comment le repas se structure, quelle temporalité il a. Et donc voilà, effectivement, comment se construit cette sociabilité autour de la table. Donc c'était un peu ça, plus l'approche comparative qui, d'une certaine manière, elle a permis de se détacher dans un contexte spécifique, parce que des fois, c'est des allants de soi, en fait. On voit des choses, ils n'ont pas forcément de sens, parce qu'on vit dans une société, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Du moment où on le met en perspective avec un autre pays, des choses qui sont des choses vraiment du quotidien, ils prennent toute leur signification à travers ce regard comparé, et ça permet aussi de monter un petit peu en généralisation et mieux comprendre certaines pratiques. Donc, alors cette thèse va sortir, vous êtes en train de terminer la rédaction. Ouais. C'est 4 ans de travail quand même, hein, messieurs, vous vous rendez compte? Félicitations.
D'un point de vue marketing, c'est intéressant d'avoir ce genre d'études, j'imagine. Alors, c'est intéressant et je rebondis sur ce que disait Daniel tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est d'intégrer ces tendances-là dans les concepts qu'on va devoir développer. Et oui. Là, je m'adresse particulièrement à de la restauration d'entreprise, par exemple. Quand on est sur une entreprise, on peut avoir 3-4 générations d'adultes au travail. Donc, entre les papy-boomers qui sont là et les jeunes qui nous rejoignent, comment on arrive à intéresser en fait l'ensemble de cette population. Moi, ce que j'ai retenu dans ce que nous a expliqué, présenté rapidement Giada, c'est qu'en fait, on peut intervenir sur le produit. Donc là, je laisserai peut-être mon voisin développer un peu ces éléments-là. Bien sûr, il y a le lieu de vente qui est important, puisqu'on a vu qu'il y avait des attitudes qui étaient certainement un petit peu différentes. On est sur plus d'autonomie, plus de liberté. Oui, il faut du libre service, mais il faut aussi de la vente emportée, voire de la livraison à domicile, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, il y a toute une dimension autour de l'environnement, moi, que j'ai aussi intégré, la manière dont on va s'adresser, la signalétique qu'on va pouvoir avoir, le mode de paiement, par exemple, faciliter ces éléments-là, toutes des choses qui peuvent nous paraître, je dirais, incontournables, qui sont encore une fois bien révélées par cette étude et qu'on doit intégrer dans l'ensemble de nos concepts. Est-ce que c'est facile d'intégrer ces résultats? Comment on s'adapte, notamment au niveau du produit? Je vous laisse réagir. Alors comment on s'adapte? En tout cas chez Bonduel, on a décidé de développer un véritable service de science du consommateur, justement pour mieux comprendre les évolutions de ce consommateur et la façon dont nous, en tant que fournisseurs de produits et de services, on peut accompagner les professionnels et les restaurateurs. On va les accompagner avec des produits qui vont apporter de plus en plus de services. En ce qui nous concerne, évidemment, donc les légumes, bien entendu, des légumes surgelés déjà cuits, des légumes en conserve, sous vide, qui vont apporter plus de texture et qui vont faire gagner du temps au restaurateur, qui vont lui permettre finalement de se concentrer sur des tâches peut-être plus essentielles que la préparation des légumes, en lui facilitant justement le service à ce niveau-là. Un mot peut-être, Daniel, sur la réponse justement qu'on peut apporter pour s'adapter à toutes ces nouvelles tendances. Les réponses, elles sont déjà en cours. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes adultes sont le moteur du développement de toute une série de concepts que l'on a l'habitude de qualifier dans notre jargon le fast casual. C'est-à-dire il y avait le fast-food avec toute sa dimension dite junk food, mais tout ça c'est déjà pas mal dépassé. Et on arrive maintenant à de la restauration rapide, complètement multiforme. Et là où le domaine, les deux domaines que tu soulignais, que sont d'une part le développement durable ou le côté, on va dire, la santé, plus la conscience de la planète, plus l'éthique, etc., sont là. Et l'autre dimension qui est celle des produits que l'on mange. Donc on voit que toute cette génération qu'on va simplifier en France, c'est Cogent, par exemple. Cogent, en Belgique, c'est exquis. En Angleterre, c'est prêt à manger. En Espagne, c'était Ferran Adrià qui avait monté son concept, même si c'est pas beaucoup développé, voilà, fast good. On a toutes ces générations-là. Alors aujourd'hui, on le voit très très bien, dans toute l'Europe, ces fast casual deviennent nomades. Et c'est pas un hasard si l'étude de Gianna se faisait également dans des barbecues, dans des parcs. En fait, la réponse, l'une des réponses très claires depuis ces 2 dernières années, dans la vieille Europe comme aux États-Unis, c'est la restauration nomade qui va à la rencontre du jeune consommateur. Et moi, je trouve que cette étude est complètement porteuse d'espoir, puisque là, on sait bien, on parle d'une crise, en fait, c'est plutôt un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on change complètement de définition du marché en termes de marketing. Et le consommateur qui est toujours la clé de notre business, et ce jeune consommateur qui va devenir demain, qui a déjà un pouvoir d'achat important, qui aura un très gros pouvoir d'achat, qui sera le moteur de nos affaires, il est porteur d'espoir tout simplement parce qu'enfin, grâce à la jeune génération, les restaurateurs vont pouvoir réaliser leurs rêves, à savoir fonctionner 7 jours sur 7, sur 4 au minimum moments de consommation dans la journée. Il y a le petit déjeuner, le lunch qui va être fast lunch, mais qui va commencer relativement tôt et se terminer tard. C'est là où on a des différences par pays. Chacun sait que les Allemands, c'est très tôt, que les Espagnols, c'est après. Mais comme ils voyagent beaucoup, c'est très bien. Si on a la chance d'avoir et des Allemands, et des Français, et des Espagnols, et puis des Anglais, etc. La dimension de l'après-midi, qui était complètement inexistante jusqu'à un passé récent.
et bien sûr le dîner. Alors si on fait ça, 4 moments de consommation pendant 7 jours, ça fait non pas 7 services, ni même 14, on va multiplier des occasions et en fait les investissements qui sont très lourds dans le métier de la restauration, on pourra être rentabilisés. Alors, on parlait du lieu, d'adapter le lieu un petit peu de consommation. Comment on fait pour s'adapter à ces différents temps dans la journée, aussi bien peut-être pour créer aussi une ambiance que j'imagine bien différente entre le matin, le soir. On n'a pas envie des mêmes choses, on ne mange pas au même rythme non plus. Je pense qu'il y a des grosses contraintes effectivement sur le design. Et ce que je trouve intéressant dans ce métier de la restauration aujourd'hui, c'est que le produit est vraiment le fondamental de départ. Mais aujourd'hui, l'ambiance, l'atmosphère, la configuration devient un élément totalement complémentaire et indissociable. Et ce qui fait le succès, je pense, des concepts, c'est justement un peu ce côté caméléon. Il va falloir s'adapter au fil de la journée, mais aussi avec des attentes différentes. Donc ça peut jouer sur des assises, ça va jouer sur des ambiances, ça va jouer sur des typologies de salles un petit peu différentes pour pouvoir être à l'intérieur, à l'extérieur, accueillir en groupe, plus isolé, etc. etc. Donc c'est toute cette science-là, je trouve, qui est intéressante à intégrer aujourd'hui dans les concepts de restauration. Et ça va donc bien entendu nécessiter pour les restaurateurs une capacité à servir une offre de qualité tout au long de la journée, de qualité d'ailleurs égale, hein, quelle que soit l'heure de la prise de repas. Et donc là aussi, la partie produit a évidemment sa carte à jouer pour faciliter encore une fois la capacité du restaurateur à servir des produits de qualité du matin au soir. Et c'est également notre mission. Diada, on a une thèse qui pose quand même beaucoup de questions sur la société. Vous, c'est ce qui vous a vraiment intéressé sur ce projet ? Oui, donc l'idée, d'une part, c'était partir de l'alimentation et des pratiques de sociabilité autour de l'alimentation pour mieux comprendre la manière dont les gens font société, en fait, donc dans ces pays, dans cette classe d'âge, et en fait chercher de comprendre donc quelles valeurs sociales il y a autour de l'alimentation et en même temps de comprendre les structures parce que finalement les repas sont un temps dans lequel on met aussi en scène en fait la manière dont les liens sociaux qu'on a avec les personnes. Et donc c'est justement l'intérêt d'un point de vue sociologique pour moi d'aller observer ces pratiques de repas et ces pratiques de sociabilité autour de l'alimentation pour mieux comprendre ces valeurs. Donc après dans une perspective justement liée au pays, donc un univers culturel plutôt lié à ces modèles alimentaires d'un pays, ces structures du repas, combien de repas par jour, quels sont les repas principaux de la journée dans lesquels on se retrouve, parce que justement on voit des différences en Allemagne. Peut-être le petit déjeuner, parce que comme c'est un repas très valorisé, c'est un repas autour duquel on peut se retrouver aussi pour tisser des liens sociaux. Alors que peut-être en Espagne et en France, on trouve ce temps du dîner dans lequel finalement on met ensemble l'apéritif et le dîner pour faire un temps long de repas, surtout pendant la semaine, alors que peut-être que le week-end, surtout en Espagne, vu qu'on dîne très tard, la semaine on est un peu obligé de renoncer au dîner et en fait pendant la semaine on le déplace sur l'apéritif, comme ça on peut avoir quand même un temps de sociabilité. Et après, en France, on va dire que aussi le déjeuner, c'est quand même une pratique très valorisée. Parce que justement, il y a ces offres, brasseries, ces bistrots, ces lieux dans lesquels on peut se retrouver. C'est quelque chose qui, dans la famille, on valorise beaucoup. Le temps du repas, dans le lieu de travail, c'est quand même une pause imposée. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important pour tisser des liens avec les collègues, avec les amis. Mais même en Espagne, justement, les personnes me disaient... Parce que comme le soir, on n'a pas forcément le temps de se voir parce qu'on fait du sport, on fait d'autres choses, j'en profite sur la pause de midi qui des fois à Barcelone se fait sur 2 heures pour rencontrer les amis. Donc on va à l'extérieur, les repas sont moins chers sur le midi parce qu'il y a toujours des formules, donc c'est plus facile d'avoir un repas structuré le midi que le soir. Alors que le soir, ça devient plus cher pour se rendre au restaurant. Et du coup, le soir, on décline plutôt sous la forme de tapas, de repas qui ont choses dans lesquelles on pique des assiettes communes. On picore. Ouais. Le marketing est omniprésent finalement dans ce domaine de la restauration, mais enfin on ne veut pas forcément qu'il nous saute aux yeux, c'est-à-dire qu'on veut bien des concepts très marqués, des chefs qui signent les cartes, etc., mais un marketing invisible en tout cas, pas perceptible. Oui.
Faut que je réponde oui, c'est ça. Ouais, bah, comme Ouais, vous voulez. je crois que c'est la, je crois que c'est la science même en fait. Ouais. Je veux dire, voilà, à partir du moment où le travail effectivement est bien fait, le marketing s'efface. Il faut surtout pas avoir l'impression qu'on est sur quelque chose de marketé. Il faut donner l'impression que c'est naturel, que voilà. Mais en revanche, je pense que les consommateurs, au même titre qu'ils deviennent très experts sur le produit, ils deviennent très experts sur les ambiances, sur le marketing, je dirais d'une manière générale. Il faut que ça soit discret et en même temps, ils apprécient les petites attentions qui montrent qu'on a été au bout d'un concept dans sa réflexion. Si on se dit on veut être très ouvert, si on dit on veut être capable d'accueillir sur une amplitude horaire très large, avec des typologies de groupes très différents, bah, le fait d'y avoir songé, le fait de l'avoir formaté, c'est quelque chose qui va être apprécié. Bien évidemment, il faut le faire avec un certain savoir-faire, je dirais, de manière à ce que ça ne paraisse pas trop forcé, en fait. Voilà. Daniel, un mot de conclusion ? Oui, alors, en termes de marketing, moi, ce qui me frappe dans les évolutions, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes adultes, on les retrouve des deux côtés de la barrière. Alors, d'abord, on les retrouve en tant que créateurs de concepts. Et moi, ça fait, hélas, depuis le début des années 70 que je suis dans le métier. Et c'est la première fois depuis 3-4 ans que je vois arriver régulièrement des jeunes, généralement en binôme, ce qui est assez étonnant, qui ont fait HEC, qui ont fait ESSEC et qui viennent frapper à la porte. Je veux ouvrir une chaîne de restaurants. Alors, on était un peu étonnés. On s'est dit, oulala, ils viennent d'HEC ou d'ESSEC, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, ils ouvrent. Alors, ils ouvrent évidemment des concepts de restauration pour donc c'est la deuxième phase pour ces jeunes adultes. Et pour conclure, hier soir, enfin même cette nuit d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la voix un peu cassée, jusqu'à 2h du matin, on attribuait les palmes de la restauration aux 8 concepts nominés. Sur les 8, il y en avait plus de la moitié qui avaient été créés justement par des binômes, binômes pratiquement dans tous les cas, de jeunes. Et le palmarès illustre exactement l'étude, puisque la Palme d'Or a été remportée par le camion qui fume. Oui. Le camion qui fume qui a été évidemment le premier réel food truck, évidemment, des camions à pizza, des baraques à frites, on en connaît, mais à l'américaine, fait par une jeune américaine avec son collègue français. Et quand on interroge les 400 clients par jour qui viennent manger du hamburger de qualité extraordinaire, quand on les interroge, c'est cette génération-là. Et dès 11h le matin, ils viennent acheter du burger et ils sont encore là à 15h. Et ils sont nomades. Le deuxième concept est complètement aussi illustrant ça. C'est Classico Argentino. C'est de la finger food. Donc des empanadas et des glaces argentines, fait par un Italien d'un côté et un chef de l'autre, mais qui a travaillé chez Blumenthal par exemple ou chez Roca en Espagne, et qui fait dans 3 types d'implantations, restaurant on va dire un petit peu classique, un mini takeaway et un carrito, c'est-à-dire un petit camion à 3 roues qui va donner ça. Donc on est clairement c'est des jeunes. Et le troisième, c'est assez intéressant. C'est Kersoisic, une crêperie 100% bretonne. C'est plus qu'une crêperie, c'est un restaurant breton, mais avec un ticket moyen extrêmement raisonnable, en dessous de 15 €. Et dans lequel, dans ces 3 concepts-là, 80% sont des jeunes adultes de l'autre côté. Et celui qui l'a créé, c'est aussi un jeune adulte qui a un drôle de nom à porter un peu lourd. Il s'appelle Philippe Leduff. Donc c'est la deuxième génération. Moi, j'ai connu le père quand il est arrivé en France. Et Philippe, je l'ai connu quand il avait 2 ans. Et là, maintenant, il est chef d'entreprise, après avoir fait des carrières brillantes de marketeur chez Danone, par exemple. Donc c'est ça, on sent réellement... Et c'est porteur d'espoir, parce que dans la salle, il y avait aussi des gens... il y avait par exemple un jeune gars qui a monté une chaîne de friterie, Leclerc, roi de la frite. Et on voyait tous ces jeunes qui étaient là, et qui discutent entre eux, le kebab haut de gamme, etc. Donc, clairement, on peut maintenant partir, nous les vieux seniors, en vacances et l'avenir est assuré par la jeune génération. Eh ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi ce matin. Merci, Giada. On va tout de suite rester dans un thème qui parle encore d'innovation, bien sûr, puisque c'est un thème absolument omniprésent sur le CIRA.